Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Rudy Vervoort. Bonjour. Ministre-président de la région bruxelloise, membre du Parti socialiste. Est-ce qu'il faut libéraliser le secteur des taxis ? Écoutez, notre accord de majorité prévoit qu'il faut réformer le secteur des taxis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment faire en sorte qu'il soit adapté aux demandes et aux attentes du public d'aujourd'hui. Libéraliser à tout craint n'est pas non plus la solution, ce n'est pas l'alpha et l'oméga pour l'avenir de ce secteur. Et donc il faut à la fois, je pense, réformer. Si on ne fait rien, le secteur sera en grande difficulté. Si on se dit on ouvre à la concurrence, mais une concurrence qui n'est pas sur pied d'égalité que le secteur des taxis, les impositions ne sont pas les mêmes, c'est mettre aussi le secteur des taxis en péril. Et donc il faut pouvoir trouver une solution qui à la fois modernise, ouvre le secteur, mais garantit évidemment que le système puisse continuer et que le secteur des taxis... Les propositions du mouvement réformateur qui aident de supprimer la transmission des licences avec le numerus clausus, de libéraliser les prix, de favoriser l'entrée du beurre sur le marché, oui, c'est pas la bonne direction. Ça ne résout pas tout. Je veux dire qu'aujourd'hui, et c'est bien ainsi, on impose au secteur des taxis la mise en place d'un compteur électronique qui va permettre effectivement un contrôle absolu sur les courses. Donc taximètre numérique qui sera financé par la région. Exactement. Si d'un autre côté, on a un système qui permet finalement une plus grande latitude et liberté, ça créera aussi une concurrence qui ne sera pas égale. Et donc, il faut pouvoir trouver un système qui, à la fois, garantisse effectivement la modernisation du secteur, c'est indispensable, une plus grande transparence du secteur, mais en même temps, il faut aussi faire en sorte que le secteur ne se retrouve pas je dirais, mise à mal. Ce que disent les réformateurs, c'est que plus de concurrence va faire baisser les prix et que notamment il faut sortir du prix imposé par les autorités. Oui, mais tout le monde sait bien que si on laisse faire les choses comme ça, moi je ne crois pas à la liberté, comme ça que le marché s'autorégule automatiquement. Si on ne fait rien, Uber est en capacité de tuer le secteur des taxis, je pense, et puis après, une fois qu'il aura le monopole, c'est lui qui fixera les tarifs. Et donc ça, c'est croire que la libéralisation comme ça, si elle n'est pas, je dirais, encadré, va tout résoudre. Ça et pourtant, votre ministre des Transports, Pascal Smet, il n'est pas un petit peu en train d'entrouvrir la porte à Uber avec son plan taxi? Mais je pense qu'on ne peut pas dire à Uber, c'est une réalité Uber. C'est à la base, je dirais, la prise en compte de progrès technologiques. Est-ce que Pascal Smet ne leur fait pas un cadeau avec son plan taxi? Mais le plan taxi ne définit pas encore de manière précise, il détermine une série d'orientations qui passent par la modernisation du secteur. Le secteur est aussi demandeur de modernisation, de plus grande transparence. C'est une évidence, mais il ne faut pas non plus tout jeter en même temps. Et donc j'ai vraiment la conviction qu'on doit pouvoir trouver une piste qui permette à la fois une plus grande transparence et une modernisation du secteur des taxis tel qu'il fonctionne actuellement, une forme d'ouverture, mais qui se fasse avec une concurrence qui, à ce moment-là, soit à règle égale. Ouais, le plan qu'on a vu la semaine dernière de Pascal Smet, il est à prendre ou à laisser ou il va être amendé? Mais c'est une proposition, ce sont des pistes, c'est une note d'orientation. On ne se prononce pas aujourd'hui sur un texte de projet d'ordonnance ou des arrêtés, on est simplement dans une phase de réflexion. Il y a aussi une phase de concertation, je pense que c'est un modèle important, le modèle de concertation. Le secteur des taxis concerne aussi d'autres activités et d'autres pans de la vie économique bruxelloise. Alors, grande réunion hier avec les procureurs généraux, les représentants des gouvernements régionaux ont été reçus, c'est la première fois que vous êtes reçus par le collège des procureurs généraux, la réunion s'est bien passée? Très, très bien. Ouais, vous allez vous revoir régulièrement? Ça sert à quoi, en fait? Mais aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a une 6e réforme de l'État et qui prévoit, notamment en matière de sécurité et singulièrement à Bruxelles, une série de modifications et qui nécessite que régions et communautés soient impliquées aussi dans ce processus de discussion dans le cadre du Collège des procureurs généraux avec le ministre fédéral de la Justice. C'est-à-dire que vous allez revoir régulièrement les magistrats pour définir les priorités judiciaires? Exactement, c'est nous permettre à nous de faire part de nos préoccupations en matière de politique criminelle. Et puis en même temps, c'est un échange d'expertise, d'informations pour faire en sorte que, par rapport à la lutte contre certains phénomènes, il y ait une cohérence d'action. Ouais. Il ne suffit pas de dire que les régions vont se prononcer en matière de prévention. Je pense cet exemple-là, on va prendre l'exemple du radicalisme, c'est celui qui nous préoccupe le plus actuellement. Si par ailleurs, il n'y a pas une bonne coordination en termes de répression, il faut qu'il y ait de la fluidité dans ce processus. Et vous aurez moyen de poser des demandes, d'émettre des priorités et les procureurs généraux vont suivre? Mais c'est un processus de discussion, mais ce n'est pas le seul lieu. Ouais. Je veux dire par là qu'il y aura aussi la définition du plan national de sécurité, le plan régional de sécurité et de prévention. On va y revenir. Est-ce que sur le radicalisme, les procureurs généraux vous ont donné des informations hier? Est-ce qu'ils vous ont confirmé les chiffres dont on parle depuis plusieurs mois, qui sont de 400 jeunes qui seraient partis vers la Syrie, dont la moitié de Bruxellois? Est-ce qu'on peut confirmer ces chiffres? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui si le phénomène est endigué? Ça n'a pas été évoqué hier, ça n'est pas le lieu mais alors le ministre-président pense que le phénomène est endigué et sous contrôle ou pas? Mais
pas du tout. Je dis, ce n'est pas le lieu. Avec les procureurs généraux, on ne discute pas opérationnalité des choses. Mais votre ressenti à vous, il y a encore ce matin dans la presse des photos de jeunes qui posent devant l'atomium avec des symboles de l'État islamique. Oui, ça veut dire que la condamnation n'est pas unanime parmi la jeunesse bruxelloise. Au niveau régional, on a mis en place maintenant, j'ai mis en place une structure de coordination avec l'ensemble des bourgmestres pour faire en sorte qu'en attendant la création de l'organisme de prévention et de sécurité bruxellois, on puisse déjà mettre en place une stratégie de coordonnée entre les 19 communes. Ça marche ? Mais bien sûr que ça marche. On a eu une réunion, un briefing qui a été organisé avec l'OCAM, avec la Sûreté de l'État, avec l'ensemble des services spécialisés et les bourgmestres il y a quelques semaines d'ici, qui a permis effectivement d'avoir, je dirais, que chacun soit à niveau en termes d'information. Est-ce qu'il y a moins de départs en Syrie qu'avant ? Est-ce qu'il y a moins de jeunes qui se radicalisent qu'avant ? Non, mais ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a moins de jeunes? Est-ce qu'il y a plus de jeunes? Est-ce qu'il y a plus de départs? Vous savez, je ne suis... Comment dire? Les chiffres, c'est important, mais ce n'est pas de mon ressort. Je veux dire que moi, même si j'ai la communication de ceci, il ne m'appartient pas de communiquer sur cet aspect des choses. Ouais. Ce qui vous appartient, par contre, c'est donc la fameuse réforme de l'État qui transfère des matières, des compétences de sécurité vers la région. Il n'y aura plus de gouverneur à Bruxelles. Non. Des compétences qui viennent vers le ministre-président. Ça veut dire qu'il y aura bientôt un fonctionnaire qui sera chargé de coordonner la sécurité en région bruxelloise? Ah oui, et c'est une compétence directe qui a été transférée au ministre-président en matière de sécurité, qui nécessite effectivement qu'on reprenne une série de tâches qui étaient jusqu'à présent exercées par le gouverneur. Et donc nous allons créer une structure qui va permettre, et qui sera élargie évidemment à toute la politique de prévention, politique des grandes villes. C'est-à-dire qu'il y aura un service de la sécurité en région bruxelloise. Ah oui, tout à fait. C'est indispensable. Un gros service. Il y aura des policiers sous ses ordres ou les policiers restent sous l'ordre des bourgmestres dans les zones de police? Ah oui, non, mais ça, on est dans la police administrative, on n'est pas dans le judiciaire, et donc chacun reste dans son rôle respectif. Mais l'élément, je pense, le plus important, c'est qu'on a surtout transféré la coordination. Et je pense que c'est un élément important pour Bruxelles, c'est d'assurer la coordination en matière des politiques menées par l'ensemble des 6 zones de police. Et donc ce fonctionnaire sera au-dessus des chefs de zone. En tout cas, il devra coordonner l'action des chefs de zone. Il ne sera pas au-dessus, il sera à côté. En même temps, c'est vrai que nous allons hériter de la tutelle sur les zones de police, tutelle administrative, financière. Ça, c'est assez logique. Je prends un exemple concret. Lutte contre le radicalisme ou grosse manifestation à Bruxelles. C'est qui le patron? C'est le chef de zone de la police de Bruxelles ou c'est le fonctionnaire régional? Il y a aujourd'hui un protocole qui existe entre les 6 zones de police à Bruxelles qui détermine en matière de maintien de l'ordre, comment on organise le maintien de l'ordre de grandes manifestations. Et aujourd'hui, c'est le chef de la zone de Bruxelles XL qui assure le lead, comme on dit. Ah, donc votre fonctionnaire, ce sera un peu un super préfet à la française, où il aura moins de pouvoir? Non, il aura moins de pouvoir. Pas du tout. Bah oui, il sera nommé, en France. Il sera nommé quand? Écoutez, l'OIP a été l'organisme d'intérêt public. Nous avons approuvé en deuxième lecture la création de cet organisme. Ça viendra au Parlement dans les jours qui viennent. Donc ce sera voté. Et puis après, bien évidemment, il y aura toute une série d'arrêtés à prendre. L'objectif, c'est d'arriver en sorte que pour les vacances, pour les prochaines vacances parlementaires, tout soit mis en place. Et donc ce sera quoi, le service bruxellois de sécurité? Bruxelles Sécurité. Ça tournera autour de ce concept-là, oui, ça c'est évident. Alors, il y a une autre réforme qui est attendue, c'est celle de Visite Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il faut changer quelque chose qui marchait bien? Non, ça marchait bien, oui, sauf que la compétence du tourisme n'était pas une compétence régionale. Et donc, on a, je dirais, suppléé à cette absence de compétence par des accords qui ont été pris principalement entre la région et la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, la 6e réforme de l'État a fait en sorte que le tourisme devienne pour Bruxelles une compétence strictement régionale. Ça nécessite donc des adaptations, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout changer. L'objectif est évidemment de faire bénéficier l'ensemble de la région bruxelloise de l'expertise qui a été mise en place dans le cadre notamment de Visite Bruxelles, mais pas exclusivement Visite Bruxelles, pour qu'à la fois on ait une politique coordonnée en matière de tourisme, parce que le tourisme c'est vraiment l'avenir de Bruxelles en termes d'activité économique et en termes d'emploi, ça c'est vraiment important, et de faire en sorte qu'il y ait une coordination en matière de grands événements. Donc Visite Bruxelles va devenir régionale, on peut traduire ça comme ça. Pourquoi est-ce que ça crispe autant, et notamment Bessie? Donc Bessie, ce sont les patrons bruxellois qui ont un petit peu claqué la porte en disant on nous exclut de Visite Bruxelles. Pourquoi est-ce que le secteur des professionnels du tourisme n'est pas intégré dans la future structure? Non, au contraire. La future structure sera, je dirais, en bicéphale. Il y aura d'une part la structure elle-même qui sera purement régionale, tout simplement parce que je dirais que l'actionnaire principal sera la région bruxelloise. Mais en même temps, à côté de ça, nous voulons au contraire élargir le mode de participation des acteurs économiques, mais aussi culturels. Les patrons vous répondent, oui, nous, si on n'est pas dans le conseil d'administration, ça ne nous intéresse pas, c'est un strapontin et ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, le conseil d'administration, concrètement, ne décide pas grand-chose. Donc ce qu'on veut, nous, c'est faire en sorte qu'il y ait à la fois un conseil d'administration resserré qui décide, et en même temps, à côté de cela,
un conseil stratégique qui regroupe là l'ensemble des acteurs et qui aura une véritable capacité d'influencer sur les grandes priorités en matière touristique. Vous écouterez donc toujours le secteur des professionnels du tourisme, le secteur Horeca. C'est indispensable. Dans le futur Visite Bruxelles régional. C'est indispensable, mais on ne pouvait pas organiser ce secteur-là comme on organise, par exemple, on va organiser le secteur des allocations familiales, puisque là, on est vraiment dans un mode, je dirais, d'un système participatif des interlocuteurs sociaux, ce qui n'est pas le cas ici. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tension quand même avec Bessie, donc l'organisme des patrons bruxellois? Écoutez, moi je ne la ressens pas, en tout cas, peut-être... Vous n'avez pas noté qu'ils avaient claqué la porte du port autonome de Bruxelles, où ils quittent également le conseil d'administration? Oui, mais là aussi, c'est dans des circonstances qui, pour l'instant, m'apparaissent encore un peu nébuleuses. Ouais. Il faut peut-être que vous appeliez le patron de Bessie pour discuter? Lequel? Je ne sais pas. Non, il y a un froid quand même, non, avec les patrons bruxellois. Vous les écoutez assez ou pas? Ah oui, écoutez, franchement, au niveau du processus, en matière de politique d'emploi, par exemple, on s'est encore réunis en Conseil économique et social élargi avec l'ensemble des partenaires sociaux, élargi maintenant aux communautés pour définir ensemble les priorités en matière de lutte contre le chômage. Donc, franchement, non, moi, ce que je souhaite et ce que je veux décliner le plus possible, c'est un modèle bruxellois qui fasse participer l'ensemble des forces vives. Les patrons y compris. Eh bien, évidemment. Oui. Alors, j'ai une question en anglais pour vous. Ça arrive parfois. On vous demande quels sont vos plans ou vos projets pour améliorer la qualité de l'air rapidement à Bruxelles. Mais j'ai lu avec intérêt que la pollution de l'air à Bruxelles n'était qu'en partie liée à l'activité bruxelloise. Parce que, bon, 165 km², vous pensez bien sous les phénomènes météorologiques. Donc on importe de la pollution, mais on a quand même les automobiles, notamment les filtres diesel qui polluent. Donc il y a une série de mesures qui doivent être prises en matière, je dirais, d'assainissement du parc automobile, en matière aussi d'exemplarité. Ce que nous souhaitons mettre maintenant, c'est vraiment l'accent sur les économies d'énergie sur l'ensemble des bâtiments publics. Il faut absolument que régions et communes soient exemplaires en la matière. Nous allons poursuivre, bien évidemment, dans cette voie-là. C'est un des éléments importants de notre accord de majorité. Alors, il nous reste 2 minutes. J'ai 2 questions politiques. D'abord, Bernard Clairfailly, qui estime qu'il y avait un accord entre le PS et le FDF avant les élections, donc un pré-accord. Damien Thierry avait déjà dit la même chose. Est-ce que c'est correct? Mais écoutez, je pense que les partis, tous, en tout cas les partis démocratiques, se parlent et se voient avant les élections. Ce n'est pas un scoop. Maintenant, d'accord écrit, signé, non, il n'y en a pas eu. Maintenant, la polémique, je ne la comprends pas très bien. Je pense que ce qui importait, si j'ai cru comprendre quand même pour le FDF, c'était d'abord de faire un bon résultat. Et le PS et le FDF ont gagné les élections, c'est une évidence. Et puis après, de pouvoir sceller un accord de majorité avec un partenaire, c'est ce qui a été fait. Moi, c'est ce que je retiens. Oui, ça veut dire que vous êtes quand même vus avant les élections. Mais tout le monde se voit avant les élections. Et est-ce que quand vous vous êtes vus, vous avez convenu d'aller ensemble contre le mouvement réformateur? Ah, contre? Non, non. On a simplement convenu qu'effectivement, on a fait, comme on fait toujours, on regarde les programmes, on voit ce qu'il y a de comparable, et puis on se dit, on verra le soir des élections en fonction des résultats. Et donc là, il y avait des convergences entre le FDF et le PS, c'est ça qu'il fallait comprendre. Il suffit de lire les programmes. Dernière question, il y a eu beaucoup de critiques ces derniers jours dans la presse écrite sur le leadership d'Elio Di Rupo au sein du Parti socialiste. Est-ce que vous les partagez? Non, absolument pas. Ouais. Je pense que... Il est le capitaine dont vous avez besoin maintenant que le PS est dans l'opposition fédérale? Oui, je pense qu'il a aujourd'hui la pleine capacité. Le mandat lui a été donné par l'ensemble des militants pour assurer ce rôle, qu'il connaît bien, qu'il a déjà exercé avec brio par le passé. Donc je ne vois pas... Même si les prochaines élections fédérales, c'est 2019, c'est assez loin, il sera toujours à la barre. Oui, et je pense qu'il y a d'abord les élections communales de 2018. Et je pense que ce sera vraiment un moment clé pour le Parti socialiste. Et donc, on doit se mettre en ordre de marche. Et Elio est le président du parti, point barre. Merci Rudy Vervoort d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Hamza Fassifiri du CDH qui sera avec nous.